Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux à cette présentation. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de monitoring d'API sous un angle technique pour commencer, et on va prendre un peu de hauteur progressivement pour aborder une vision plus business. Alors l'année dernière, pour la première édition du DevFest, j'étais comme vous assis dans la salle. Alors, je remercie l'équipe organisatrice de m'avoir invité, d'avoir accepté ma proposition. La thématique de cette année, c'était Skynet ou Asimov. Moi, je vous laisserai vous positionner sur votre choix à l'issue de cette présentation. Pour moi, j'ai été assez impertinent et j'ai choisi mon camp de manière disruptive. Alors, je vais commencer par placer le contexte qui va nous servir tout au long de la présentation. On abordera progressivement les différentes façons de monitorer les API et d'évoluer en maturité. En cours de route, je viendrai apporter des précisions sur les concepts importants des API, sur notre contexte de départ, petit à petit. Et enfin, j'ouvrirai quelques pistes sur ce qu'il est possible de faire ou sur ce qui existe déjà au niveau du monitoring d'API. Alors, cette présentation, elle est assez polymorphe, elle s'adresse à un grand nombre de profils de personnes, que ce soit des développeurs, des pilotes, des profils métiers, décisionnels, voire marketing. Alors, est-ce qu'il y a dans la salle des personnes en fait, qui se considèrent non IT, en fait, non développeurs? Ah, il y en a quelques-uns, bon, ça va, je garde quand même mes slides. Alors, merci d'être venu. Alors, le début va sans doute vous paraître un petit peu technique, voire bas niveau, mais la progression, au fur et à mesure, va nous emmener vers la dimension business et le métier des API. Alors, la vocation n'a pas vocation non plus à être exhaustive, ça va être à vous de décliner les idées que je présente ici à votre cas d'usage. Alors, je m'appelle Nicolas Tisserand, en fait, je travaille depuis une vingtaine d'années pour le Crédit Mutuel Arkea. Je suis initialement développeur Java. J'ai travaillé sur différents types d'architecture, de complexité variable et grandissante. Et depuis 2016, je travaille à la mise en œuvre des API dans le groupe Arkea, notamment par l'exploitation d'une passerelle d'API, une gateway, mais aussi en adressant l'ensemble du cycle de vie des API, de la modélisation, la stratégie, la sécurisation, le monitoring, la gouvernance, etc. Alors, vous pourrez me retrouver sur les réseaux sociaux ici. Sur la partie GitHub, il n'y a plus beaucoup de commits depuis quelques temps, mais vous pourrez retrouver des plugins open source pour Sonar et Jenkins et d'autres petits outillages en fait, qui sont en lien avec le monde des API. Alors, plaçons notre contexte. On va poser une définition simple, en fait, voire simpliste d'une API qu'on voit régulièrement. En fait. Donc une API, c'est une interface normalisée par laquelle un logiciel offre des services à un autre logiciel. Donc c'est la définition en fait, qui va nous accompagner aujourd'hui. Le fait qu'une API soit qualifiée de REST, en fait, signifie qu'elle se conforme à un certain nombre de règles et de pratiques qu'on aura l'occasion de voir plus tard. Alors on va commencer de manière très simple avec une implémentation de notre API dans le SI. Alors, ce service, cette implémentation, est en réalité intégrée dans un serveur d'application, ici. Alors, on va retrouver des serveurs d'appli type Tomcat, JBoss, etc. Et le tout va être hébergé sur un serveur. Alors, physique ou virtuel, ce n'est pas le propos. Nous aurons, pour terminer, notre consommateur, qui est ici sur la gauche, et les deux composants en fait, vont communiquer en utilisant le protocole HTTP. Donc, dans la suite de la présentation, en fait, on va venir adresser chaque couche, chaque strate, petit à petit, pour monitorer notre API en allant du général au spécifique. Donc maintenant que le contexte est placé, alors voyons comment est-ce qu'on va pouvoir commencer à monitorer en fait, ce composant avec quelques petites commandes magiques. Alors, les petites commandes magiques, en fait, pour beaucoup d'entre vous, elles sont très très connues. En fait, il y en existe beaucoup d'autres. Donc, on a la commande ping qui permet simplement de savoir si une machine elle répond, s'il est en vie, et la commande ps qui va permettre de lister en fait les programmes en cours d'exécution sur votre machine. Avec ça, un opérateur va être en mesure d'interroger le serveur pour obtenir un statut. Et puis, dans un cadre un peu plus industriel, en fait, c'est pas l'opérateur qui va passer son temps à tester les machines. En fait, on utilise des systèmes de monitoring centralisés, type Struct, Centreon, Nagios, etc. Et j'en passe. Alors, voyons maintenant comment tout ceci se comporte, en fait, quand ça se passe pas bien, en fait. Donc, en cas de panne, en fait, là, ici, ça commence à chauffer à gauche. On a notre moniteur qui va attendre sa réponse. Et puis, alors quand vous avez de la chance, en fait, la sonde va échouer immédiatement, donc vous allez avoir une réponse très très vite, mais ça peut prendre vraiment un temps incertain avant que l'anomalie ne soit détectée.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en fait de ce type de monitoring? En fait, déjà, on est sur un monitoring passif. On va avoir des mécanismes de polling, on va venir interroger à intervalles réguliers. On n'a pas de prévisibilité, clairement, on fait l'opération, et quand c'est trop tard, quand c'est dans le rouge, ben, c'est vraiment trop tard. Alors comment est-ce qu'on peut améliorer un petit peu ça? Déjà, une première légère amélioration, ce que j'appelle niveau 0,5, en fait, c'est de mettre en place du monitoring actif, qui est basé, par exemple, sur l'utilisation d'un agent local sur la machine, mais ça peut être également votre application elle-même qui va publier son statut. Alors, ce qu'on peut dire en fait de ce type de monitoring, de cette petite évolution, c'est que déjà on va être sur un monitoring actif et on va avoir la possibilité de nuancer en fait le propos. Au lieu d'être OK, KO, on va pouvoir donner des degrés. Je vais bien, mais je sens que ça commence à chauffer par ici. Ça va vous apporter un petit peu de prévisibilité en fait sur la santé de votre application. On va continuer, on va essayer de faire toujours un petit peu mieux, on va passer au niveau 1. Maintenant, on va ouvrir un petit peu, voir ce qui se passe dans le serveur, continuer notre chemin et affiner la surveillance. Donc là, on va travailler sur des métriques système. Alors toujours avec des commandes magiques, uptime, qui va nous permettre de récupérer la charge de la machine, free pour les consommations mémoire, top, donc le moniteur un peu plus complet où on a la consommation CPU, la mémoire, les inputs, etc. Alors ici, là, on observe en fait les consommations mémoire et CPU de notre serveur. Donc on a ces petites courbes-là, on a la possibilité de tracer en fait. Mais surtout, en fait, avec ces commandes-là, en définitive, on monitore la machine et pas notre application. Alors pour ça, quand on s'appuie sur des langages AVM ou JVM, donc comme Java typiquement, il devient possible en fait de mesurer, d'avoir accès à des métriques internes à votre application, et typiquement la consommation mémoire. Donc alors en Java, on va utiliser les outils JConsole ou travailler avec des requêtes JMX. Alors ici, vous avez la possibilité en fait de voir les valeurs de mon application au démarrage. Donc la courbe, enfin c'est pas une courbe, oui si. Donc le trait rouge en fait qui est la valeur initiale de démarrage de mon application, le trait bleu qui est la limite max à ne pas dépasser. Et entre ces deux bornes là, en fait, j'ai la courbe verte et la courbe jaune qui sont la mémoire actuellement allouée et puis en jaune, jaune-orange, la mémoire actuellement utilisée. Alors là, dans le cas de mon application, en fait, ça se passe très très bien. On va imaginer que ça a été lancé à T0 ici. Mon application, elle est très stable. Et puis, des fois, ça se passe un peu moins bien, voire beaucoup moins bien. C'est stable pendant un bon moment. Et puis, à un moment donné, en fait, de manière totalement inattendue, ça dévisse complètement. Alors, c'est ce qu'on appelle la mort par out of memory. À ce moment-là, vous n'avez pas trop d'autre choix que de redémarrer votre application. Reboot ou restart. Voilà. Donc là, il va falloir vous transformer en enquêteur pour savoir ce qui s'est passé, ce qui a déclenché l'instabilité. Alors, ça peut s'avérer très complexe. Ça ne va pas être l'objet de cette présentation-là, mais cet après-midi, je crois qu'il y a une conférence là, sur les détections de bottlenecks dans vos applications. Ça pourra vous apporter des éléments de réponse. Ceci étant, en voyant une telle dérive, en fait, vous avez la possibilité d'anticiper, en fait, d'agir par anticipation pour au minimum relancer votre application avant qu'il y ait un impact sur vos consommateurs. Par exemple ici. Alors évidemment, pour pouvoir faire ça, il faut que votre système soit redondé avec de l'équilibrage de charge. Alors qu'est-ce qu'on va dire de ce type de monitoring ? On est toujours sur un monitoring technique, même si je parle de redémarrer avant que ça ait un impact pour votre consommateur, donc votre business, ça reste quand même des métriques techniques, qui est orienté surveillance, mais là on va avoir quand même pas mal de prévisibilité. Je mets un peu, mais on voit quand même venir le coup là quand nos consommations mémoire se dégradent. Alors comment faire encore mieux ? On va regarder maintenant un peu comment se comporte vraiment l'implémentation d'API. On va continuer à creuser en fait dans les strates de notre API. Donc ici, j'ai mis en correspondance en fait le trafic total sur mon API et les temps de réponse de mon API. Alors en haut, c'est donc le trafic en nombre de requêtes par minute. Et en bas, c'est le temps de réponse moyen. Alors moi, j'ai mis 1 point par minute, c'est quelque chose assez précis qui me convient. C'est à vous de définir la granularité selon ce que vous recherchez.
Alors, un moyen simple d'obtenir ces informations, c'est de vous appuyer sur des fichiers de type access.log que vous allez retrouver dans vos serveurs type Apache ou Nginx. Alors, ce qui est intéressant ici sur ce graphique, c'est que mes temps de réponse sont globalement très stables, ici, en bas, malgré les fluctuations de charge. On passe ici à peu près, donc en période basse, on va dire de 0, jusqu'à près de 30 000 requêtes minutes. Et en dessous, en correspondance, je n'ai pas de dégradation majeure de mes temps de réponse. Si on voit en fait des dégradations, c'est là qu'il peut être intéressant de penser à scaler votre plateforme. C'est des genres de comportements qu'on peut voir ou justement anticiper sur des périodes type les fêtes de fin d'année ou du Black Friday ou des choses comme ça. Alors parfois, on voit des ralentissements la nuit, comme ici. Ça ne se voit pas tout de suite, mais là je mets le rond dessus. La nuit, il peut y avoir en fait, il y a moins de trafic et finalement c'est plus lent. Alors là, ce que vous allez avoir, c'est potentiellement peut-être des mécanismes de cache qui fonctionnent moins bien, puisque vu qu'il y a moins de trafic, les caches expirent avant d'avoir été utilisés. Mais vous pouvez avoir aussi des choses qui sont plus proches de l'infrastructure, des sauvegardes des machines, des redémarrages, que sais-je encore. Alors, si on en reste quand même sur notre jeu de mesure, je vais avoir la possibilité de calculer des moyennes et des écarts types. Alors ça, c'est la courbe qui représente les moyennes et la dispersion en fait autour de la moyenne par rapport au graphique précédent. Alors avoir un temps moyen faible, c'est évidemment un objectif en soi, mais d'avoir une dispersion en fait très resserrée autour de la moyenne, c'est également très important. Là, dans l'exemple que l'on a tout à l'heure, en fait, j'ai une moyenne à 123 millisecondes. Vous voyez que j'ai un écart type très réduit. Ma courbe, elle est très resserrée. En fait, c'est un point positif en fait, des performances de mon application. Et puis, ça se vérifie également sur les courbes de répartition en centiles ou percentiles en anglais. Avec ça, on est en mesure de dire quel pourcentage de requêtes a été traité en deçà d'un certain temps. Et quand on parle en fait de temps de réponse, en définitive, on va parler aussi d'expérience utilisateur, de ressenti utilisateur. Et ça, c'est directement en lien avec votre consommateur. Donc ici, là, on voit donc en traçant en fait en vert ou en rouge. Donc en vert, là, j'ai 95% des requêtes qui sont rendues en moins de 158 millisecondes. Et bon, j'ai 99% en moins de 190 millisecondes. Donc avec ça, en fait, ce genre de calcul, vous allez avoir la possibilité de mettre à disposition ce genre d'indicateur, ce genre de jauge. Donc là, on voit en fait les pourcentages de requêtes qui ont été servies en dessous d'un certain temps. Donc là, on a en dessous de 100 millisecondes, en dessous de 200, 500, 1 seconde, etc. Et donc la diffusion et le partage de ce genre d'indicateurs sont une bonne façon en fait, d'inciter à améliorer vos performances, les performances brutes de vos applications. Que dire de ce type de monitoring? À nouveau, on est encore sur un monitoring technique, mais on va commencer à travailler avec des profils de personnes qui sont moins IT, des mathématiciens ou des personnes qui travaillent sur des métiers de type décisionnel. On va voir comment dépasser cette barrière de la technique, mais tout d'abord, on va faire une petite pause en fait, dans notre voyage sur le monitoring et on va présenter quelques concepts importants des API. Alors, ce que je disais, les API en fait reposent sur un protocole, sur le protocole HTTP et respectent un ensemble de règles. Alors, on le lit assez souvent dans la littérature. REST, c'est pas un protocole, c'est un style d'architecture. Et une des règles les plus importantes, c'est la modélisation en ressources et pas en fonctions. On va vraiment manipuler des ressources au travers de nos API. Directement en lien avec ça, on a l'URL ou le path qui va permettre en fait d'accéder à nos ressources, de les identifier. Alors les identifier, c'est bien, mais alors pourquoi faire? C'est là qu'interviennent les verbes d'action HTTP, get, post, put, etc. Et la norme REST, en fait, est venue donner un sens à ces verbes d'action. La lecture, la création, la modification, etc. Et enfin, on va retrouver un autre concept important, c'est le code de retour HTTP, pour lequel je vais faire un petit focus. Alors, toute requête HTTP reçoit une réponse. Donc, on va exploiter le contenu de la réponse, mais avant la réponse, on a surtout un code de retour qui est associé. Et ces codes de retour sont classés en différentes familles, en grandes familles. Donc on a première famille, en fait, alors il y en a d'autres, hein, mais
les plus courantes, en fait, ça va être les familles 200 ou 2XX, c'est-à-dire que la requête elle a correctement été traitée par votre serveur, par votre implémentation. La deuxième famille, c'est les erreurs 400. Là, il y a une erreur applicative, c'est-à-dire que vous êtes tombé dans un cas normal, mais on va dire c'est une erreur normale. Et puis, je vais parler des erreurs 500. Là, ça s'est vraiment très très mal passé dans votre back-end. Clairement, vous avez une anomalie, vous avez quelque chose qui n'a pas été prévu et vous avez un dysfonctionnement dans votre application. Alors, il y a d'autres familles, une famille 100 et famille 300, donc je passe sous silence, mais qui sont liées à des redirections des serveurs HTTP. Alors maintenant, avec ces nouvelles données, on va voir comment on va pouvoir améliorer un petit peu notre analyse. Et tout d'abord, on va commencer par ventiler justement selon les codes de retour. Alors vous vous rappelez mon API là tout à l'heure, elle avait des temps de réponse géniaux, là, 123 millisecondes, moi j'étais content, ça me satisfaisait. Là maintenant on va commencer à cerner des problèmes en fait, c'est-à-dire que mon serveur il est super rapide, mais en fait il y a un taux d'erreur énorme en fait. J'ai quasiment la moitié de mes requêtes qui partent en anomalie. Alors ça me fait une belle jambe d'être rapide, mais là clairement l'application elle a des anomalies et c'est votre consommateur qui va recevoir ces anomalies. Ça va avoir un impact négatif sur votre business. Lui, votre consommateur, il utilise vos API et il n'arrive pas à faire ce qu'il veut avec votre API. Même dans le pire des cas, il va recevoir des stack traces et ça, c'est considéré comme des failles de sécurité. Un autre cas que l'on peut voir, en fait, c'est que vous allez avoir un taux important d'erreur 400. Et là, alors derrière le code 400, donc il y a les familles 400, je veux dire, il y a le fameux code 404, not found, mais il y a également les codes 401 et 403 qui sont relatifs aux habilitations et aux authentifications. Donc là, ça nécessiterait d'avoir une analyse un petit peu poussée, mais clairement, en fait, votre consommateur, il a du mal à utiliser votre API. Alors, ça peut être intéressant de prendre contact avec votre client, de le guider en fait dans l'utilisation, de comprendre pourquoi il n'y arrive pas. Alors voilà, en fait, quelque chose en fait qui aurait un aspect un peu plus conventionnel, c'est-à-dire, bon, on va dire 95% des requêtes sont sur des codes de retour type 200, et puis bon, le reste est à la marge. Alors une autre façon d'analyser, au lieu de travailler sur le code de retour, ça va être de regarder les temps de réponse par type d'opération. Alors sur ce tableau-là, on a le chemin qui est invoqué sur mon API. En deuxième colonne, on va retrouver les verbes d'action HTTP. Et puis, troisième et quatrième colonne, on va avoir le trafic total et puis les temps de réponse moyens. Et puis, ici, on va constater en fait que les opérations de lecture sont beaucoup plus rapides que les opérations d'écriture en poste. Alors, c'est souvent le cas, hein, mais là on a un rapport 2 entre les deux. Le problème, en fait, c'est que les opérations post, par exemple sur account, ici, /accounts, en fait, c'est des créations de contrats, en fait, et c'est ça qui contribue à votre business et qui est la source de vos revenus. Alors, en étant lent, en fait, ça va dégrader le ressenti utilisateur, la fameuse user experience, on y revient, et ça va potentiellement grever votre business. Alors, il y a plein de pistes d'amélioration, de l'optimisation pure, on peut parler d'insynchronisme, etc. Si on reprend en fait cette ventilation par type d'opération sur mes graphiques de répartition, on va pouvoir constater en fait ce genre de résultats. Donc on a effectivement les opérations de lecture qui sont effectivement ici en bleu très très rapides, hein, l'opération get est là, et puis j'ai les opérations d'écriture post qui elles sont déjà beaucoup plus lentes puisque ici là donc c'est le temps moyen en fait, donc je suis à 460 etc. Et puis donc là j'ai mon opération de lecture qui est très rapide. Mais les opérations d'écriture elles sont non seulement lentes, mais on constate en fait que notre implémentation elle est capable du meilleur comme du pire en fait. Donc là ma courbe elle est très évasée finalement. Là où pour la lecture en fait j'ai quelque chose de très en pic, très resserré. Donc là ouais, bon, capable du meilleur comme du pire, mais ce qui est intéressant en fait, c'est de se dire que c'est capable du meilleur. Donc peut-être ça vous donne de l'espoir en fait et une bonne chance de pouvoir optimiser quelque chose. Alors, que dire de ce type d'analyse? Alors là, moi, ce que je veux dire, c'est qu'on est sur une approche qualitative. On va véritablement avoir un enjeu d'améliorer la qualité des réponses qui sont données, particulièrement quand on travaille sur le code de retour. Déjà d'éliminer les erreurs 500 et les erreurs 400 en masse.
Et puis on va pouvoir travailler en fait sur des boucles de feedback et des itérations. On va apporter une notion de temporalité à votre amélioration. On va parler d'amélioration continue. Alors on va continuer toujours maintenant à creuser dans les strates, mais on va reprendre un petit peu notre contexte de départ. Si vous vous rappelez, notre serveur d'implémentation avec toutes les couches qui sont à l'intérieur, et puis on va le développer dans un cadre un peu plus industriel. Alors, lorsqu'on a affaire avec des systèmes d'information plus complexes et distribués, on va retrouver généralement un ensemble d'API et non pas un seul serveur qui implémente la totalité de votre système d'information. Et puis, on va retrouver habituellement une passerelle d'API, une gateway. Alors, cette gateway, elle centralise l'accès aux services, au système d'information, au site de votre entreprise. Ça va masquer toute la complexité interne, ça va gérer l'aiguillage, le routage des requêtes, et ça va apporter une part importante de la sécurisation des accès à vos API. Et puis quand on généralise, eh bien la gateway, en fait, elle reçoit le trafic en provenance de chacun de vos consommateurs, que ce soit pour vos propres besoins, votre propre application mobile, votre site marchand à vous, ou une enceinte connectée, une start-up, un client grand compte, type B2B, tout autre écosystème dans lequel vos API ont un sens business. Tous accèdent à vos API en fait par l'intermédiaire de la gateway. Notre gateway centrale, hop, voilà, ici. Alors, et cette gateway, elle est en mesure de collecter un grand nombre de métriques de manière centralisée. Et c'est même l'endroit idéal pour le faire. Donc pour la suite de la présentation, on partira du principe qu'en fait les mesures proviennent de cette gateway. Mais auparavant, on va parler encore un petit peu de reste et aborder un autre concept important qui est la clé d'API, toutes les petites clés qui apparaissent ici. Alors, un principe important voilà, des API REST, c'est la clé d'API. Donc, cette clé d'API, c'est le point de départ de la sécurisation de l'accès à vos API. Mais j'insiste, c'est pas suffisant. Il y a plein d'autres choses qui arrivent derrière. On peut parler de OAuth, etc. Ce ne sera pas l'objet, mais ce n'est pas suffisant, pas nécessaire. Par contre, c'est un élément de traçabilité de votre consommateur. Donc les API keys sont des clés générées aléatoirement, non prédictibles ou devinables. Donc chaque consommateur, vous lui confiez une API key. Chaque consommateur possède son API key. Vous connaissez de fait votre consommateur et c'est votre axe business. Alors, ce concept en fait, d'API Key, il est en général justement porté par la gateway, par la passerelle d'API, sous le terme de Developer Application ou DevApp. La DevApp, elle a un sens à l'extérieur en fait. C'est ce qui va vous permettre d'analyser d'un point de vue business, métier. Quand on va analyser selon la provenance des appels, tous les résultats que l'on a vus avant vont être spécifiques à chacun de vos consommateurs, que ce soit les temps de réponse, les taux d'erreur, etc. Et vous avez l'opportunité de prendre les devants pour aller vers votre client et l'accompagner. On va pouvoir reprendre maintenant notre petit voyage dans le monitoring. Alors ici, là, j'ai matérialisé maintenant la répartition du trafic par consommateur. C'est ce qu'on trouve ici sur le donut de gauche, où j'ai ma propre application mobile, et puis j'ai des clients externes, la World Company, Passion API, Best Partner, etc. J'ai également mon site web qui est en responsive design. Et puis à droite, j'ai la ventilation des codes de retour dans la globalité. Et alors maintenant, pour apporter une analyse plus fine, il va s'agir de faire ce qu'on appelle du drill down, c'est-à-dire on va combiner les axes d'analyse. Voilà un exemple de ce que ça pourrait donner en fait quand on va combiner l'origine de consommation et les codes de retour. Alors, sur ce tableau ici, donc j'ai dans la partie gauche la déclinaison des codes de retour, les familles 200, 300, 400, etc. Et puis en haut, en fait, j'ai mes consommateurs. Donc j'ai ma propre application mobile ici, j'ai mon propre site web qui est là, et puis j'ai trois clients avec lesquels j'ai contractualisé. La dernière colonne qui est là-bas, en fait, ça représente les moyennes, tout consommateur confondu. C'est les ratios globaux. Alors, en moyenne, on pourrait se dire, bah, globalement, ça se passe bien. Voilà, j'ai 85% de requêtes qui se passent bien. Bon, éventuellement, on pourrait travailler sur les réductions des erreurs 500, mais sans avoir vraiment de pistes concrètes. Alors, si en plus, on a refait ce tableau-là en pondérant sur le trafic, comme vous voyez ici, en fait, j'ai beaucoup de trafic là, moins de trafic ici. Donc, on va avoir en fait des taux finalement qui vont chuter. Ça va être encore moins visible.
Par contre, quand on regarde plus en détail, on va constater en fait que les erreurs sont concentrées sur 2 de nos clients. Alors ça va donner des informations très importantes. Alors j'ai un premier client ici qui rencontre des difficultés, lui, à être efficace avec les API. Et puis, parce qu'il a beaucoup d'erreurs 400. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais déjà initié. Et puis, j'ai un deuxième client, lui, qui a beaucoup d'erreurs 500. Alors typiquement, lui, il va avoir un cas d'usage qui finalement, il tombe toujours dans le traquenard, dans votre application. Donc il y a vraiment quelque chose à faire. Parce que si vous regardez en fait les taux des autres, en fait, ils sont en dessous au-delà de 1%, mais lui, il a quasiment 20% de taux d'erreur 500. Visiblement, il fait quelque chose pour utiliser votre API qui n'était pas prévu dans le manuel. Nice, ok. Alors, autre axe d'analyse à présent, ça va être de travailler en fait sur l'API qui a été invoquée. Donc ici maintenant, là, dans ma colonne de gauche, j'ai plus les codes de retour, j'ai l'API qui a été appelée. Donc le catalogue, mon panier, mon compte perso, les opérations de paiement. Là, je parle d'API. Dans certaines gateways, vous allez avoir une notion de produit. En fait, on va véritablement considérer l'API comme étant un produit. Alors, là, on est dans le cadre d'un site marchand et vous, votre objectif, c'est évidemment que vos produits en fait, soient vendus ou achetés au travers de vos API. Alors, très basiquement, là, le consommateur en fait, Passion API, qui est ici, il a un taux de concrétisation en fait, qui est bien faible par rapport à tous les autres. Donc même par rapport à la moyenne ici, qui est de l'ordre de 6-7%, lui finalement, bon, il utilise très peu les opérations de paiement. Et puis quand on regarde un petit peu, là il est beaucoup en consultation de votre catalogue. Alors, si vous vous rappelez le fort taux d'erreur 400 qu'il y avait sur l'exemple précédent, là, si je reviens juste avant, hop, ici, là, de notre client Passion API qui avait 20% d'erreur 400, et puis au final, ici, on se rend compte qu'il utilise beaucoup le catalogue. Voilà, clairement, vous avez très probablement des erreurs 404, et vous avez un client qui trouve que votre catalogue, il est très bien fait, par contre, il va acheter ses produits ailleurs. Il faudra avoir du tact quand vous allez aller vers votre consommateur. Un autre enseignement intéressant sur ce tableau, c'est les écarts observables entre votre propre application mobile et votre site internet, les écarts de concrétisation. Il y a un rapport presque 2 entre les deux, c'est-à-dire que vous vendez plus de produits sur l'appli web que sur l'application mobile. Donc là, il y a quelque chose à faire de votre côté. Alors, on va peut-être parler d'ergonomie, de design de l'application mobile. Alors, les taux d'erreur. D'avoir des taux d'erreur importants, en fait, c'est qu'un consommateur peut-être ne sait pas correctement invoquer votre API. Alors, là, c'est intéressant pour vous de le contacter, de le guider, d'étudier son besoin avec lui. Éventuellement améliorer votre documentation, parce que s'il n'y arrive pas à l'utiliser, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui est mal expliqué. Soyez honnête avec vous-même là-dessus. Et puis, pour les histoires de trafic hétérogène, ça va vous permettre d'orienter votre stratégie business, pour savoir vers quoi peut-être vous allez orienter une action de communication, quel produit vous allez promouvoir plus qu'un autre. Donc, ce qu'on peut dire, en fait, quand on travaille en fait, ce genre d'analyse, c'est qu'on va être orienté sur une satisfaction du client et donc de votre business. On est véritablement maintenant sur une approche business et qui est également orientée sur la qualité de service. Alors, avec ce genre d'analyse, en fait, maintenant, vous travaillez avec des profils métiers, on parlait de maîtrise d'ouvrage, de product owner, voire des personnes qui gèrent la relation client ou la contractualisation avec des grands comptes. Alors, qu'est-ce qui arrive maintenant sur les possibilités de monitoring des API? Enfin, c'est un énorme champ d'investigation, parce qu'on a beaucoup de métriques, on peut en faire plein de choses, on peut les analyser d'un point de vue technique ou d'un point de vue métier. Ce qui existe à l'heure actuelle, c'est les détections d'augmentation anormale de taux d'erreur, les détections de chute de trafic,
ou des détections de patterns malveillants. Alors les histoires de patterns malveillants, on va trouver ça dans des éditeurs, des solutions de type gateway d'API ou bien des éditeurs de solutions de sécurisation. Le principe, en fait, c'est assez simple, c'est qu'ils vont écouter ou tracer tout le trafic et détecter en fait des motifs, des patterns en fait, qui ressemblent à des attaques et du coup les bloquer préventivement. Alors c'est des choses qui fonctionnent plutôt bien sur des déploiements de type cloud public où ils vont justement pouvoir capitaliser sur la masse d'appels. Pour ce qui est des augmentations de taux d'erreur, l'objectif ça va être de déclencher des alertes en fait quand on atteint un taux d'erreur trop important. C'est ce qu'on voit sur le graphe qui est ici. La courbe en vert, ça représente le taux d'erreur 500, donc c'est-à-dire la division du nombre d'erreurs 500 par le trafic total. Et mon objectif, c'est que ça ne dépasse pas le trait rouge. Si ça le dépasse, je vais considérer que mon application a besoin d'être redémarrée ou qu'il va y avoir besoin d'une analyse. Alors, l'utilisation d'un seuil fixe de déclenchement, en fait, c'est pratique, en fait, c'est facile à mettre en place. Tout le monde comprend comment ça fonctionne, mais ça va quand même avoir des inconvénients. En cas de faible trafic, finalement, le dénominateur de la division devient faible. Et c'est ce qu'on va trouver la nuit. Typiquement, la nuit, il y a moins de trafic. Il suffit que vous ayez quelques clients en fait, qui tombent sur une anomalie et il va réessayer plusieurs fois et donc ils vont faire augmenter artificiellement votre taux d'erreur. Alors, justement, comme ça va être la nuit, en fait, la sonde va se déclencher et puis vous allez potentiellement réveiller du personnel d'astreinte. Donc c'est moins cool. Alors une réaction très simple et simpliste, en fait, c'est de relever le seuil de déclenchement pour plus être embêté. Alors, ça marche très très bien, vous ne serez plus embêté. Par contre, votre système de monitoring, il ne sert plus à rien du tout. Et il est totalement inefficace. Alors, on va travailler en fait sur des seuils adaptatifs en fait qui vont être basés en fait sur des mesures passées. Donc là, on fait un petit raccord avec ce qu'a dit Horacio à la keynote. C'était un peu parler du futur. Donc nous, c'est ce qu'on voit ici en fait, c'est-à-dire qu'au lieu de se limiter à un seuil fixe, on va venir définir une fourchette de valeurs normales entre lesquelles il faut rester, et ce pour chaque intervalle de temps. Donc là, j'ai toujours un tick par minute. Et c'est l'enveloppe qui est matérialisée ici en orange pêche, saumon, la couleur que vous voulez. Et en vert, donc c'est la métrique à surveiller. Et donc, avec ça, avec ce seuil adaptatif, on va éviter des déclenchements intempestifs, typiquement ici, puisque finalement le boudin jaune en fait s'est augmenté. Et à contrario, il y a d'autres moments où ça déclenche bien, justement. Alors, comment est-ce qu'on va déterminer en fait cette enveloppe? Alors, le prédicat de base, en fait, c'est de se dire que les performances passées préjugent des performances futures. Alors, c'est une petite phrase qui va faire sourire en fait ceux qui travaillent dans la finance, parce qu'on connaît bien ça. Mais ici, justement, on est capable de se projeter vers l'avenir et sur la base de ce que l'on a réellement expérimenté dans les N derniers jours ou N dernières semaines. Alors, ces travaux-là, en fait, c'est actuellement en cours de débauche, en fait, chez nous, en collaboration avec les équipes Data Labs, pour bénéficier de leur savoir-faire. Alors, on a fait plusieurs essais avec des moyennes précalculées et aussi avec des algorithmes de type machine learning. Alors, le but du jeu, effectivement, c'est toujours d'éviter des faux positifs tout en restant pertinent. Donc, il faut bien prendre du temps à éprouver votre modèle. Et donc, bien souvent, ce genre d'analyse, en fait, ça nécessite effectivement des mathématiciens, des data scientists. Donc pour nous, c'est encore des sujets d'investigation sur lesquels on travaille actuellement. Alors, ce que je peux vous dire, avant de terminer cette présentation, en fait, c'est que déjà la collecte de métriques, c'est pas un enjeu uniquement IT. Ça fait intervenir tout le monde. Et puis, en étant même, en poussant plus loin, je dirais que les API en elles-mêmes ne sont pas un enjeu IT. Techniquement, on sait faire des API. Maintenant, c'est tout ce qui est autour, en fait, c'est la gouvernance, la commercialisation. C'est tout cet ensemble métier qui est important d'appréhender. Les métriques fonctionnelles ne remplacent pas les métriques techniques. Bon, et inversement, elles sont complémentaires. Vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre, et puis à partir de certaines mesures, vous n'arriverez pas à déterminer le résultat d'une autre mesure. Paradoxalement, plus on spécialise la mesure et plus ça apporte du recul. Si vous vous rappelez, en fait, les différentes strates, en fait, les couches de l'oignon là qu'on a épluché petit à petit, qu'on a parcouru, eh bien en fait, plus les métriques s'approchent des concepts, des normes restent,
Et plus ça va concerner les clients, plus on va être en mesure en fait, d'adresser précisément nos clients. Prenez le temps d'analyser vos mesures et vos métriques, mais ne vous focalisez pas non plus sur l'analyse d'une seule requête. Ça, c'est contre-productif. Ça va prendre du temps, en fait, il faut le faire. Par contre, il n'y a pas de silver bullet, je n'ai pas de recette de cuisine toute faite. Comme dit précédemment, c'est à vous de creuser un petit peu pour exploiter vos mesures et vos métriques. Et enfin, le dernier critère le plus important, en fait, ça va être de choyer votre consommateur. C'est votre business. Et votre consommateur, en fait, c'est de lui dont dépend votre avenir. Alors, reste en suspens la dernière question pour cette conférence. Skynet ou Asimov, alors si vous avez encore un doute comme moi ou que votre cœur balance, il vous reste Monsieur Patate. Mais pour finir dans la salle, est-ce que quelqu'un dans cette présentation a vu un canard? Il y a un canard ici, 2, ouais, quelques canards. Ouais. Et est-ce que quelqu'un a vu Charlie? Ah, il y a plus de personnes qui ont vu ça. Alors bravo, vous êtes prêts à vous plonger en fait dans l'étude de vos métriques et il nous reste maintenant quelques minutes pour des questions. Merci.